Vous écoutez le podcast Qatar 2022 animé par Jonathan Paré et ses invités en collaboration avec le site d'information sportive La Première Ronde. Bonne écoute. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette première émission du podcast Qatar 2022 en collaboration avec le site de nouvelles sportives La Première Ronde. Il s'agit du seul média web qui sera entièrement dédié à la compétition qui se clôturera le 18 décembre avec le vainqueur. J'ai le plaisir avec moi d'accueillir deux invités en levée de rideau. Et j'ai nommé tout d'abord Félix Lajoie, étudiant en communication à l'Université Laval, animateur à la station Chiz 94.3 de l'émission Conduite antisportive. Bonjour Félix, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Et j'ai le plaisir également d'avoir avec nous un passionné du ballon rond depuis son jeune enfance et un Marocain de surcroît. Donc évidemment, ce sera intéressant de parler avec ce groupe du Canada. C'est Mohamed Benjeloun, financier professionnellement, mais aussi passionné de Coupe du Monde. Et c'est pour moi une référence au niveau du foot africain et un peu partout de ce qui se passe, puisqu'il m'en a appris beaucoup dans les derniers jours. Alors, comment vas-tu, Mohamed? Bonjour à tous, bonjour Félix, bonjour Jonathan. De mon côté, je vais super bien, merci. Alors, merci les gars de vous être prêtés au jeu, si on peut dire, parce que c'est pas toujours évident de trouver ce que l'on peut dire par rapport à une Coupe du Monde qui commence comme ça, parce que les médias de masse couvrent ce genre d'événement. Mais je voulais qu'on commence justement à parler un peu tu sais, comment je pourrais dire, de toute cette couverture médiatique un peu là, de cette compétition. On est les trois à Québec. Félix, normalement, est à Québec et on voit un peu dans les médias quel genre de couverture on fait, mais on côtoie aussi des gens sur la rue. On côtoie des proches également. J'imagine que quand la compétition va commencer, ben, il y aura, je pense, une certaine effervescence. Sauf que je ne sens pas. Il y a une certaine communauté maghrébine aussi à Québec, française, on le sait. Moi, je pense que ça va être quand même intéressant lorsque la compétition va commencer de voir ces gens-là qui vont être très contents de pouvoir voir euh, la Coupe du Monde en action. Mais je ne sens pas autour de moi cette effervescence-là, même si l'équipe canadienne est là. Exemple, des affiches sur des centres d'achat comme on peut voir ailleurs. Go Canada, on supporte le Canada. Est-ce que ça vous surprend? Je vais commencer par Félix. Ben moi je trouve ça quand même assez surprenant, oui, car bon, le Canada s'est qualifié depuis 1986, on n'avait pas participé à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de voir que notre pays est qualifié et puis qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment un engouement autour de cet événement-là. Et puis on sait, il y a les pays de partout au monde, puis au Canada, il y a des personnes avec la double nationalité. Comme toi, Mohamed. Et puis, donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Puis, oui, il y a des pancartes, j'en ai vu à Sainte-Foy un peu. Mais selon moi, on ne met pas assez en valeur cette Coupe du Monde, car lorsqu'on parle de hockey, il y a l'engouement est très réel. Mais là, c'est la Coupe du Monde et puis le Canada est qualifié. On a une belle équipe en plus. Selon moi, on ne met pas assez ça en valeur. Et puis, c'est un événement tellement qui attire tellement de spectateurs. Je pense que c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus regardé à la télévision. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi, à ce niveau-là, on ne fait pas plus de publicité justement pour la Coupe du Monde. Puis toi, Mohamed, est-ce que tu constates un peu cette... ben moi, je parle surtout au niveau de Québec. Je pense qu'à Montréal, de ce que j'ai pu entendre et voir de certains de personnes que j'ai comme contact là-bas, on est beaucoup plus dans cette effervescence-là. Toi, qu'est-ce que tu constates ici à Québec? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour cette confiance afin d'animer ensemble le podcast de ce soir. Pour rebondir sur la question, étant arrivé depuis quelques petits mois, je constate un éloignement considérable de la population du Québec par rapport à la discipline sportive en question, à savoir le soccer. D'autant plus qu'on parle d'un événement censé être historique, parce que là, on parle d'une deuxième qualification pour la Coupe du Monde pour le Canada, une première depuis 86. Je m'attendais à beaucoup plus d'investissement de la population locale par rapport à l'édition, un engouement, c'est-à-dire à avoir une population beaucoup plus impatiente pour le début du tournoi. Sauf que là,
effet de surprise. Donc, la Coupe du Monde en soi ne représente pas, disons, un challenge pour les Canadiens du Québec jusqu'à présent. Est-ce que c'est. Puis peut-être que je me trompe là-dessus, là. On dit souvent que les gens à Québec et au Québec, on est un peuple un peu d'opportunisme lorsque vient le temps des événements. Est-ce que vous pensez que ça va véritablement embarquer dans cette effervescence-là de la compétition quand ça va commencer officiellement dimanche? Parce que on le sait qu'il y a encore les sports qui jouent actuellement. Exemple, la Ligue nationale de hockey. Il y a l'école également. Donc, c'est pas durant l'été, hein, quand les gens sont en vacances, sont en congé. Est-ce que vous pensez que ça va changer un peu dans les prochaines semaines? Donc, est-ce que ça pourrait changer en fait? Tout dépendra des résultats de la sélection canadienne. Parce que si jamais il y a de bons résultats, donc il y aurait un peu plus d'intérêt par rapport à la discipline. Mais autrement, je ne vois pas réellement de changement de situation. Ouais, pareil pour moi. Je pense que pour l'instant, c'est sûr qu'il y a quand même, c'est quand même un peu médiatisé dans le sens que bon, il y a un bar, le Troquet à Québec ici, qui va diffuser l'événement, mais là, ça commence demain, c'est pas des pays qu'on va trop regarder. Ben, pour un passionné de foot, je vais tout regarder, mais des personnes comme qui vont supporter le Canada n'ont pas vraiment regardé ça. Mais là, ce Canada va commencer, je crois que là, peut-être qu'on va plus commencer à focus sur le Canada et la sélection, puisque bon, ils vont affronter des belles équipes, et puis il y a moyen qu'ils fassent un beau parcours. Donc, si, comme Mohamed a dit, le Canada fait un très beau parcours, l'engouement pourrait vraiment être un peu plus réel qu'elle est présentement, du moins. On s'apprête à tourner une page, les gars, sur des légendes du foot qui en seront véritablement, à moins que véritablement on décide de faire comme Tom Brady, jouer jusqu'à 45 ans, ce qui serait assez surprenant, et je tomberais véritablement des nues si c'était ça. Pour certaines légendes, dans des dernières décennies, on parle de Cristiano Ronaldo, Luka Modric, possiblement Lionel Messi, Karim Benzema qui s'est blessé malheureusement, qui lui n'avait pas participé dans les dernières compétitions entre 2015 et 2021 avec la France. On parle également de Manuel Neuer du côté de l'Allemagne. On tourne véritablement cette page-là de légende du foot. Donc je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça va être intéressant doublement de se mettre à s'intéresser à cette compétition-là et voir comment les pays que ces joueurs-là représentent vont réagir justement dans la compétition. Là. Donc, Mohamed, est-ce que tu penses que nécessairement ces vedettes-là, sur lesquelles on va possiblement dire adieu sur la scène internationale, ben, c'est sûr qu'ils vont essayer de tout donner. Là. Bon, effectivement, parce que là, nous jouerons, certains joueurs en fait disputeront leur dernière édition, que ce soit entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou plusieurs autres. Donc, il y aura de belles affiches, mais il y aura également le risque de blessure parce que là, comme on vient de le constater, c'est-à-dire cette édition, malheureusement, nous prive de plusieurs stars, de Sadio Mané à Karim Benzema ce soir, donc des forfaits majeurs, sans oublier plusieurs autres éléments. Donc, faudrait être assez prudent, mais aussi prendre un peu plus de risques pour espérer décrocher le titre pour les joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de soulever la Coupe du Monde. Ouais, moi je pense que de mon côté, je trouve que c'est dommage car j'ai grandi en regardant ces joueurs-là. Et puis bon, Ronaldo, Messi, Neuer, Lewandowski, bref, tous des joueurs qui sont à leur dernière Coupe du Monde, Luis Suarez également. Mais ça amène une nouvelle génération. Et puis la plupart des sélections sont justement dans cet entre-deux-là. Donc il y a des joueurs vieillissants qui sont à leur dernière Coupe du Monde. Il y a également des jeunes qui poussent, mais des jeunes qu'on ne connaît pas vraiment. Oui, on connaît un peu Mbappé, qui est quand même très jeune, mais des joueurs comme Jude Bellingham, Phil Foden, Gavi, Pedri, c'est des jeunes joueurs qui pourtant, Gavi et Pedri, ils ont 19 et 18 ans. Puis c'est des jeunes joueurs qui, vraiment, au Barcelone, sont très forts. Et ils font vraiment du bien à ce milieu de terrain-là. Mais on les connaît pas, ils sont méconnus. Mais dans l'édition de 2026, ça va vraiment être des stars pour leur pays. Mais là, pour l'instant, ils sont encore un peu jeunes. Donc, on les connaît pas trop. Et puis, ils essaient de se faire un nom sur la scène internationale. Donc, ça va être une Ouais. édition très intéressante à voir. Ouais, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que quand tu regardes la sélection des joueurs des différents pays, on va faire le tour tantôt. Justement, tu mentionnes ces jeunes-là. Je pense qu'on a voulu faire
véritable virage jeunesse du côté des sélections, justement pour garder un peu ce rythme de croisière-là, parce qu'il y a des pays qui ont eu tellement de bons joueurs, mais qui ont été vieillissants dans leur choix, qu'ils ont dû en arracher un peu plus. Et on va faire le tour tantôt, mais tu parlais de véritablement qu'on a une nouvelle jeunesse dans cette Coupe du Monde-là. Bon, je te prends peut-être un peu de cours, Félix, puis Mamed, là, dans cette question-là, mais selon vous, c'est quoi la différence entre les jeunes qu'on voit pousser aujourd'hui et ceux que vous avez vus grandir au final avec Ronaldo, Messi? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose, si on commence par Félix, qui vous frappe là, quand vous voyez ça? Là? Ben, moi, c'est sûr que ce que je trouve, c'est que de ces temps-ci, avec les réseaux sociaux, Twitter, etc., ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus influencés par les médias. Et puis, c'est des jeunes qu'on va proclamer comme des stars. Ils sont tout jeunes. On va les proclamer comme des stars. Je pense à Kubo, qui va jouer pour le Japon. Il était comparé au Messi japonais dans le temps. Et puis là, finalement, il n'a pas vraiment eu la carrière méritée. Et puis, dans le temps, les médias n'avaient pas autant d'influence justement sur ces jeunes-là. Et puis ça amène beaucoup de pression à des jeunes. On a vu quand Saka a le penalty en finale de l'Euro 2021. Il a été critiqué, franchement, il a vraiment été critiqué sur Twitter et puis Facebook, peu importe. Donc, c'est vraiment compliqué pour des jeunes joueurs, pour la confiance, la pression et puis également le fait d'être performant durant toute une compétition, toute une saison. Je pense que c'est vraiment ça la grosse différence. Et Mamed? Alors donc, par rapport à la différence entre les deux générations, donc je dirais un peu plus tôt, donc il y a quelques années, en fait, le football avait une autre vision. Donc, c'était plus un sport dédié au peuple. Là où tout le monde se donnait à fond, il n'y avait pas énormément de fonds financiers, où il n'y avait pas suffisamment de sponsors. Donc, on peut revenir à des années, par exemple, les années 60, 70, ou même un peu plus tard, c'est-à-dire les années 90, où on a vu toute une, en fait, on a vu une panoplie de joueurs exceller, de Baresi, Maldini ou alors Roberto Baggio. Mais un peu plus tard, donc avec la médiatisation, avec les réseaux sociaux, avec le changement du système de vie, de l'ensemble en fait, donc les jeunes sont commencé à devenir un peu plus influencés par ce qui les entoure. Et surtout, ils commencent à être beaucoup plus influencés par l'avis du public, que ce soit en dehors du terrain que sur le terrain. Et là, ça commence à avoir quelques répercussions sur leur carrière en gros. Oui, parce que quand on regarde aujourd'hui tout ce qui fait la manchette en Europe, on parle des paparazzi et tout, des voitures de Cristiano Ronaldo, de la vie de Mbappé avec ce qui s'est passé également avec Benzema et son coéquipier avec l'équipe de France. Avant, il n'y avait pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui également, on est rendu avec une nouvelle mentalité de sélectionneur qui arrive parce qu'on pense sur du long terme. Et je pense que les pays qui font confiance aux sélectionneurs sont plus patients. Je ne sais pas si vous pensez ça, puis je me trompe, là, mais je pense qu'on est plus patient d'amener justement à terme ces équipes-là lorsque justement on a un objectif à atteindre. Si exemple on dit bon, on prend la sélection, je vais dire de la Corée pour cette Coupe du Monde-ci, bon, on se dit bon, dans cette Coupe du Monde, on va prendre de l'expérience, mais dans 4 ans ou dans 8 ans, c'est là qu'on veut véritablement atteindre son apogée. Je pense que pour moi, c'est la véritable différence de ce côté-là. Et je veux absolument qu'on bondisse sur le prochain sujet parce que, bon, on parlait de différence entre la jeune et la génération plus vieille qui va quitter la scène internationale. Je veux qu'on parle du continent africain parce qu'il y a seulement que 4 pays qui vont faire partie de cette Coupe du Monde. Donc, on pense au Cameroun, au Sénégal, au Ghana et au Maroc. Donc, Mohamed, qui est marocain, Et la très bien Tunisie, donc placé. 5 équipes. Et ouais, la Tunisie, donc ça fait 5. Mais quand tu regardes là, toute cette représentation-là, bon, le Qatar est là parce que c'est le pays hôte, là, mais quand tu regardes la représentation, Mohamed, est-ce que tu es inquiet de voir qu'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas le Nigeria, pourtant qui se sont illustrés dans. Et l'Algérie également, qui ont été quand même respectables dans les dernières années, qui ne sont pas représentés. Est-ce que pour toi, ça représente peut-être une source d'inquiétude? Là? Bon, personnellement, donc, c'est une source d'inquiétude, non?
Mais en même temps, il est important de préciser que n'est pas représentée correctement en termes de quotas attribués au niveau de la Coupe du Monde. Parce que, par exemple, comme vous venez de le définir, donc 5 nations sont déjà qualifiées. On n'a pas eu l'occasion de voir le Nigeria à l'œuvre, on n'a pas eu l'occasion de voir la Côte d'Ivoire, de grandes nations également de foot. Ils malheureusement manqueront cette édition-là. Donc, par exemple, le cas du Nigeria, donc il y avait une confrontation directe entre le Ghana et le Nigeria. Donc, il fallait qu'une équipe se qualifie, une autre n'allait pas passer dans tous les cas. Il y a l'Égypte de Mohamed Salah qui ratera également la compétition, vu qu'ils sont tombés sur le Sénégal. Donc, c'était un match barrage en aller-retour. Donc, un remake de la finale de la Coupe d'Afrique. Le cas de l'Algérie, c'était beaucoup plus par malchance. Donc, encaisser un but à l'ultime seconde, à la 124e minute, pour se faire éliminer par le Cameroun à domicile, ça n'arrive pas tous les jours. Mais en même temps, c'est-à-dire en analysant les 5 équipes présentes actuellement, donc on pourrait partir sur le fait que le Cameroun et la Tunisie pourraient être les 2 équipes qui auront beaucoup plus de complications à faire leurs preuves durant le premier tour du tournoi. Et Félix? Ouais, vraiment. Moi, je trouve que je suis d'accord avec ce que tu dis, Mohamed. Et puis, je trouve que justement, un des problèmes peut-être de cette zone africaine de qualification, c'est les rencontres. Donc, pour savoir le dernier tour de qualification, qui va se qualifier. Donc là, tu vois, c'est un peu aléatoire. L'Égypte a tombé contre le Sénégal. Donc là, Mohamed Salah ne participera pas à la Coupe du Monde. Et tu as vu, le Tunisie a affronté le Mali. Donc, peut-être qu'il y a des pays qui auraient mérité de se qualifier, mais qui finalement, bon, l'Égypte a tombé contre le Sénégal. Donc, il y a une des 2 équipes qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un peu plate pour certains pays, mais c'est bon signe quand même car le foot africain, il se diversifie. Et puis, auparavant, il y avait les puissances qu'on connaissait, donc la Côte d'Ivoire, Drogba, le Cameroun, Eto'o. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de pays qui peuvent aspirer, donc le Nigeria, le Ghana, le Maroc, la Tunisie qui s'est qualifiée cette année. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est mieux. Et puis, ça prouve en fait que les sélections, ils se développent bien. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe. Et puis, ça fait en sorte que les sélections africaines ont beaucoup plus de chances de rayonner sur la compétition internationale qui est la Coupe du Monde. Et c'est sûr que c'est intéressant vos points de vue par rapport à ça, parce que c'est bien souvent, quand on représente mal ou on fait mal les sélections, il y a des grands pays qui ne sont pas là. Je pense que bon, ça fait partie du jeu à ce moment-là. Je ne suis pas inquiet que la Côte d'Ivoire et le Nigeria possiblement reviendront dans les grandes sphères, et l'Algérie aussi, que plusieurs bons joueurs reviendront dans les grandes sphères mondiales prochainement. Mais on reste dans le continent africain. Et honnêtement, Mohamed, je vais commencer avec toi parce que lorsque j'ai vu la composition des arbitres qui officieront lors des matchs, ben, j'ai vu la présence de quelqu'un que vous connaissez très bien dans le continent africain et que tu pourras rappeler peut-être à savoir qu'est-ce qui a fait tant la controverse avec Jani Sikazoué. On se rappelle qu'il avait arrêté 2 fois le match pendant juste avant les arrêts de jeu. Bon, lui, il a dit que c'était à cause qu'il avait subi de l'insolation et tout, mais semble que la FIFA apprécie beaucoup sa contribution et qu'est-ce qu'il fait au niveau du foot. Je vais avoir tes impressions, peut-être un peu rappeler ce qui s'est passé parce que tu as été quand même aux premières loges de ça et savoir qu'est-ce que tu penses de sa présence à cette compétition-là. Là. En fait, le cas de Janis Kazui est un cas assez particulier, parce que compte tenu de son historique, certes, il a quelques bonnes performances en Afrique. Par contre, ses erreurs sont très fatales. Donc, comme vous venez de l'indiquer, il y a ce cas-là de temps non respecté. Donc, siffler la fin de période ou de fin de match à 2 reprises disons avant la minute, avant la 90e minute. Ouais, Il y c'est a ça, également, c'est avant le temps réglementaire en plus. Là. exactement, il y a également son cas, je me rappelle en 2018, en demi-finale de Champions League africaine retour. Donc, cette demi-finale opposait l'Espérance de Tunis face à, face au
Primero de Agosto de l'Angola, effectivement. Donc, c'était dans le cadre d'un match retour qui se jouait à Tunis, au stade Rades. Donc, ce jour-là, personne n'a compris pour quelle raison Sikazu avait refusé un but aux Angolais, qui leur a coûté la qualification pour la finale. Donc, au lieu d'avoir une finale entre El Ahly d'Égypte et Primero de Agosto de l'Angola, donc on a eu finalement une finale entre l'Espérance de Tunis et l'Ahly d'Égypte pour qu'au final, les Tunisiens l'emportent. Donc, il y a certaines décisions qui devaient être revues, à mon sens, ou d'une manière beaucoup plus simple, publier les critères d'évaluation de chaque arbitre pour comprendre sur quelle base on retient tel arbitre au lieu d'un autre. Et Félix? Ouais, moi je pense que bon, on a déjà entendu parler de certaines controverses dans le foot africain et puis faut prendre on veut prendre le foot africain un peu plus au sérieux, mais c'est des erreurs comme ça qui font en sorte que malheureusement le foot africain n'avance peut-être pas autant qu'il devrait. Donc, Gianni Sikazwe qui est quand même un arbitre qui a de l'expérience et puis un arbitre qui est parmi les bons arbitres africains. Donc, je sais que s'il y a un arbitre africain qui pourrait arbitrer des bons matchs en Coupe du Monde, c'est lui, entre autres. Donc, c'est vraiment une erreur qui est inacceptable dans un match comme ça. Et puis là, il va officier à la Coupe du Monde. Donc, ça reste à voir, mais j'espère qu'il va pas nous faire une deuxième erreur comme ça d'arrêter le match avant la fin. Car vraiment, quand tu es arbitre, c'est pas mal une des choses que tu dois faire à ne pas faire plutôt, c'est d'arrêter le match avant qu'il se finisse. Donc, on va voir, mais selon moi, il pourrait rebondir et puis faire une bonne Coupe du Monde. Parce que moi, je veux pas nécessairement chercher la controverse, puis je fais juste simplement relancer la question, mais tu sais, du moment où cette personne-là a fait des erreurs dans le passé et on se dit, bon, c'est quelqu'un quand même qui est un bon officiel, moi je me dis, comment ça se fait qu'on peut prendre la chance de l'amener là? On s'entend qu'au Qatar, il fait chaud. Donc, si il y a eu de l'insolation en Afrique, peu importe, il a trouvé ça comme excuse pour faire ces bourdes-là durant des matchs, moi, je me dis que c'est pas impossible que ça puisse se faire au Qatar, peu importe si c'est la Coupe du Monde ou que ce soit une autre forme de compétition. En même temps, je veux pas nécessairement juste le blâmer par rapport à ça. Mais imagine-toi, imaginez-vous là que il officie un match en demi-finale ou en finale et qu'il fait ce genre d'appel-là et que ça a une incidence et que finalement on ne peut pas rien faire parce que c'est lui le maître d'œuvre du match, mais ça peut avoir des conséquences, pas seulement au niveau sportif, mais au niveau économique. Donc c'est plus là-dessus que je soulevais la question quand même, là, Félix. Ouais, c'est vrai que des problèmes comme ça à la Coupe du Monde, faut absolument les éviter. Et puis c'est pas bon pour le sport, c'est pas bon pour le côté professionnel également. C'est une compétition d'envergure, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis comme tu as dit, une erreur dans la Coupe du Monde, ça serait fatal. Puis de nos jours, avec la VAR, tu sais, la vidéo qui regarde toutes les actions, c'est des erreurs que tu peux pas vraiment te permettre de faire. Et puis même là, c'est une erreur, c'est le blâme, il est sur lui. Donc c'est vraiment quelque chose que de nos jours, on voit ça jamais. Puis là, il faut vraiment faire attention. Là. Et Mamet, En toi, est-ce fait, que tu es inquiet par rapport à ça? inquiet par rapport à ça, pas vraiment non, parce que, comme on dit, en fait, les erreurs arrivent, tout le monde a droit à une seconde chance. Ensuite, pour le cas de Sikazwe, quel genre de match il arbitrera? Donc, logiquement, il devrait arbitrer des matchs disons, moins médiatisés que d'autres. Donc, il sera peut-être éloigné des matchs où il y a certains risques d'hooliganisme et tout ce qui va avec. Comme il arbitrera des matchs, en fait, là où peut-être les dés seront déjà jetés, donc il n'y aura pas vraiment beaucoup de pression, où il pourra gérer son match tranquillement, mais de la voir si Kazu, par exemple, arbitre une demi-finale de Coupe du Monde, pour moi, ça ne devrait même pas arriver. Exact, ça va être intéressant à suivre. On aura la chance d'en reparler tout au long de la compétition qui va commencer officiellement dimanche. Et là, messieurs, on va faire le tour des sélections et on va faire le tour des poules, nos prédictions sur les quatre premières positions de chaque groupe. On va commencer par le groupe A qui ouvre le bal entre le Qatar et l'Équateur. Je regarde la sélection du Qatar, honnêtement, bon, est-ce que c'est moi qui connais pas assez le foot, mais pourrait peut-être m'éclairer sur quelques joueurs là-dedans à surveiller, mais je pense qu'il n'y a rien pour écrire à sa mère là-dedans, là, Mohamed. Là. En fait, par rapport à l'équipe du Qatar, c'est le champion d'Asie en titre.
Donc de mémoire, c'était en 2019. Je pourrais me tromper par rapport à l'année, mais le fait d'organiser le tournoi et d'être champion d'Asie, d'avoir préparé la Coupe du Monde en participant à la Copa América pour une ou deux éditions, en participant également aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils ont pu accumuler un certain niveau d'expérience pour pouvoir réussir leur phase de groupe au monde. Mais est-ce que pour toi, il y a des joueurs à surveiller ou c'est plus une sélection qui va être à découvrir dans ce mondial-là? Sur l'ensemble, ça serait une sélection à découvrir Exact, oui. parce que peu importe, c'est-à-dire entre des matchs qu'on pourrait qualifier de d'amicaux, donc on ne pourrait pas vraiment dire que tel joueur est meilleur qu'un autre. Par contre, il y aurait le cas de l'attaquant El Mouazzari qui est un des points forts de la sélection. Donc, ça restera en fait un cas à suivre et un joueur à suivre au Qatar. Et toi, Félix, j'imagine que le Qatar, t'as fait comme moi, t'as scruté, rescruté Ouais, et ben, encore rescruté la ouais, formation du Qatar. ouais, effectivement, j'ai regardé un peu, mais je pense qu'il y a un joueur que je connaissais bien, ou du moins je connaissais un peu, c'est Akram Afif qui était passé en Espagne notamment. Donc c'est pas mal, je pense, le maître à jouer de cette équipe. Et puis dans la Ligue du Qatar, c'est un joueur qui à chaque année est en compétition pour le titre de meilleur buteur. Mais bon, le 14, ça fait depuis 2010 qu'ils savent qu'ils vont obtenir la Coupe du Monde. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont créé une ligue de soccer élite au 14, si on peut dire ça comme ça. Donc, ils ont eu le temps. Mais moi, dans ce pool-là, même si c'est un pool quand même assez ouvert, ça va être compliqué pour eux. Une qualification, je n'y crois pas, personnellement. Au lieu de tout faire là, la nomenclature là, de chaque pays, on va y aller avec les quatre pays du groupe, mais avec les joueurs à surveiller de chaque pays, puis vous pourrez revenir sur les joueurs à surveiller si on passe droit. Du côté de l'Équateur, écoute, Ener Valencia et Michael Estrada, c'est les deux attaquants qui, quand même, retiennent mon attention de ce côté-là. Et si on regarde du côté maintenant là, du Sénégal, ben, je pense qu'on a quand même une formation qui arrive ici avec de l'ambition, avec justement Edouard Mendy devant le filet qui voudra sortir justement des grosses performances pour que son équipe puisse rester dans la compétition. Sadio Mané qui ne sera pas là, ça c'est sûr évidemment que c'est une grosse perte. Et quand tu regardes les Pays-Bas, honnêtement, je parlais tantôt de pays qui ont dû faire un peu une reconstruction. On connaît bien ce terme-là ces derniers temps, surtout au Québec. Les Pays-Bas, ben, eux, arrivent dans une situation où on s'est rajeuni. On est quand même une équipe qui veut aller chercher de l'ambition. Et il y a quand même le fils d'un des entraîneurs adjoints du CF Montréal. C'est non, qui joue du côté du Pays de Galles, mais quand même Nathan Ake qui est un excellent défenseur du côté là, des Pays-Bas. Alors ça, c'est des joueurs qui sont à surveiller. Si on prend, Félix, toi, ta vision de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas, des joueurs peut-être à surveiller dans ce que j'ai nommé, et peut-être t'en as d'autres, toi, qui peuvent retenir ton attention. Là. Ben, moi, du côté du Sénégal, pour commencer, c'est vraiment derrière, comme tu as dit, Edouard Mendy, mais également Kalidou Koulibaly. Les deux jouent à Chelsea, donc ils se connaissent assez bien. Puis vraiment, le Sénégal va avoir besoin d'une défense, une très bonne défense, car contre les Pays-Bas, ça va être compliqué. Du côté de l'Équateur, je pense que c'est une équipe qui a un très bon collectif, mais pas vraiment d'individualité qui ressort, même si tu as mentionné deux attaquants. Mais je pense que c'est une équipe qui va vraiment y aller avec ses armes, et puis c'est une équipe qui joue bien ensemble, donc ça va être intéressant à regarder. Et les Pays-Bas, c'est vraiment une équipe avec des joueurs de classe mondiale. On pense à Van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont aligner leur effectif, eux qui n'étaient pas qualifiés en 2018 en Russie. Donc, ça reste à voir. Et toi, Mohamed, sur ces trois pays-là, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens plutôt un groupe très équilibré et disputé entre les quatre sélections, avec un certain avantage pour les Pays-Bas côté expérience, que ce soit l'expérience au niveau des clubs ou alors l'expérience qu'ils tirent des générations précédentes. Donc il faudrait surtout retenir ou plutôt suivre
Frenkie de Jong en partie avec, comme on dit, donc ça serait le principal joueur avec Memphis Depay au niveau des Pays-Bas. Mais il faudrait faire très attention au Sénégal, malgré l'absence de Sadio Mané. Donc, le champion d'Afrique en titre avec deux leaders toujours présents, pardon, que ce soit le cas de Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy. Donc, ça serait une équipe à suivre. Mais il ne faudrait pas passer à côté d'une éventuelle surprise de l'Équateur menée par Ener Valencia. Donc, en gros, ça sera un groupe très disputé, mais je dirais beaucoup plus une qualification des Pays-Bas. Et là, le deuxième billet se jouera entre le Qatar et le Sénégal. Ouais, ben c'est ça, avant d'y aller à Félix pour sa prédiction. Donc, moi, j'y vais avec les quatre premiers. Ben, en fait, les deux qui vont être de la prochaine ronde. Les Pays-Bas et le Sénégal. Bon, je les ai mis égal avec l'Équateur. Je crois que ce sera un groupe qui est très prenable pour tout le monde, là, à part les Pays-Bas. Je pense que Mohamed a raison là-dessus. Félix, est-ce que toi, je sais que, bon, tu as eu de bons mots pour l'équipe de l'Équateur. Est-ce que tu y vas dans cette voie pour ta prédiction pour ce groupe-là? Là? Ben, écoute, je pense comme toi, ça va être vraiment serré. Pays-Bas premier, pour moi, 14 dernier. Et puis, la deuxième position, ça se joue entre l'Équateur et le Sénégal. Selon moi, je dirais que le Sénégal, bon, ils sont habitués aux grands rendez-vous. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Donc, je vais avec le Sénégal en deuxième place et l'Équateur troisième. Et Mohamed, toi en deuxième position, qui confirmes-tu? Donc, vu la situation actuelle, donc j'irai beaucoup plus sur Pays-Bas premier, Qatar deuxième, Sénégal troisième et l'Équateur dernier. Oh, intéressant. Donc, Mohamed, qui, si on peut dire, se mouille en partant avec le 14 en deuxième. Ça, c'est très, très, très intéressant. Je retiens ça. Et on aura la chance d'en reparler parce qu'évidemment, le 14 va jouer en levée de rideau. Vont-ils nous surprendre? Ben, si on est surpris par leur jeu, tant mieux. On ne demande que d'avoir du bon spectacle à la Coupe du Monde. Alors, Mohamed qui ose, j'aime ça, j'aime ça. On va aller dans le groupe B maintenant. Bon, les, les Anglais qui sont là, l'Angleterre, les États-Unis, le pays de Galles et l'Iran. Et ça, dans un sens, ça fait spécial. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, parce que l'Angleterre et le pays de Galles font partie du Royaume-Uni, mais au niveau international, au soccer, on les sépare. Et donc ça va être, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une rivalité, ou je ne sais pas, peut-être que le Royaume-Uni sera déchiré par rapport à ça. Les États-Unis qui font un retour, justement, sur la scène mondiale, et l'Iran qui essaie de se placer, là, je pense, au travers ces trois pays anglophones-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce groupe-là, mais ça ne sera pas évident, là, je crois, parce que les États-Unis peuvent quand même essayer d'aller chercher bon, une qualification. On peut peut-être essayer de passer. On a un Pulisic qui est là du côté de Chelsea qui ne joue pas beaucoup. Donc ça, évidemment, ça peut être euh, quelque chose qui fait en sorte que ça peut lui nuire. T'sais, on a quand même des Sean Johnson qu'on peut peut-être essayer devant le filet qui jouent dans la MLS. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît là, avec Walker Zimmerman. DeAndre Yedlin, lui qui a de l'expérience au niveau international, pourra aider. Quand tu regardes Christian Roldan qui joue lui du côté de Seattle dans la MLS au milieu de terrain, ça pourrait être quelqu'un, un artificier. Mais en attaque, Jordan Morris qui est là, Tim Weah également. Je ne veux pas dire que nécessairement les Américains partent de loin, mais quand même, ça va être une sélection qui va être intéressante à surveiller. Le Pays de Galles, ben, je l'ai mentionné, il y a Aaron Ramsey qui est là. Garrett Bell qui a fait son entrée dans la MLS plus tôt la saison dernière. Je pense que en plus, il a gagné le championnat, donc c'est sûr et certain que pour lui, c'est intéressant. Et je regarde également Harry Wilson, qui est de leur côté du milieu de terrain. Donc, moi, je pense que c'est une sélection quand même intéressante pour le Pays de Galles avec deux gardiens, là, Danny Ward et Wayne Hennessy. Qu'est-ce qu'on va décider du côté des Gallois? Ça va être intéressant. Du côté de l'Angleterre, bon, c'est sûr que Félix en a parlé d'entrée de jeu avec Phil Foden qui est là. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. C'est véritablement quelqu'un qui peut faire une différence
dans un match, mais quand tu regardes devant le filet, bon, Jordan Pickford devrait être justement la valeur sûre qui est là. Harry Maguire, Kieran Trippier, Kyle Walker, Luke Shaw, Eric Dyer, Trent Alexander-Arnold. On est quand même assez bien nantis défensivement. Declan Rice au niveau du milieu de terrain, Connor Gallagher de Chelsea. On a Harry Kane en attaque, Jack Grealish, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Callum Wilson. Donc, du côté des Anglais, je pense qu'on n'aura pas à s'inquiéter nécessairement. Et bon, on s'en va à l'Iran. Malheureusement, je pense qu'ils sont dans un groupe un peu compliqué pour eux parce que c'est quand même une sélection qui est pas inintéressante, si on peut dire. Mais reste que c'est une formation qui arrive à la Coupe du Monde avec 4 gardiens de but. Ça, c'est avec la Suisse, c'est quand même assez spécial. Donc, ils ont décidé de faire ça. Et quand tu regardes cette sélection-là, ben, on a décidé d'y aller avec moins d'attaquants. Euh, Ça va être intriguant, mais je pense qu'on va y aller quand même avec un groupe qui va marquer quelques buts. Je vais t'entendre, Mamed, sur ce groupe-là. Ce que toi t'en penses là, des forces en présence. Alors donc par rapport au groupe, donc j'irai beaucoup plus sur l'Angleterre sur papier devrait survoler son groupe. Donc avec toutes les stars de l'équipe, que ce soit du gardien Pickford ou alors jusqu'à l'attaquant Rashford, Phil Foden et tout ce qui va avec. Donc pour eux, ils pourraient jouer entre 7 et 9 points qu'ils pourraient empocher. Sinon, par rapport à la deuxième place, ça restera très disputé entre l'Iran et les États-Unis, mais malgré l'effectif assez correct des Pays de Galles, mené par Gareth Bale ou Joe Allen. Donc, côté expérience, donc, je ne pense pas qu'ils dépasseraient ce tour-là. Donc, sur ce groupe, donc, j'irai sur l'Angleterre leader avec une deuxième place qui se jouera certainement entre les États-Unis et l'Iran, mené par Sardar Azmoun et Mehdi Taremi. Et pour Félix? Ouais, moi je pense que ce pool-là, l'Angleterre, vraiment survole le pool. Sur papier, ils ont un très bel effectif. Deuxième position, selon moi, entre les États-Unis et les Pays de Galles. Je dirais avantage États-Unis. Bon, on a certains, les États-Unis, ils ont certains joueurs qui évoluent en Europe. On passe à Pulisic, Aronson, mais également, bon, il y a Tim Ream derrière. Donc, c'est une équipe qui, quand même, s'est évoluée. Avant, on avait beaucoup de joueurs de la MLS. Maintenant, on a un peu plus de joueurs à l'international. Donc, ça, je pense que c'est bien pour les États-Unis. Reste à voir comment l'entraîneur va les utiliser. Et puis, par la suite, les Pays de Galles, je crois qu'ils vont faire le troisième, malheureusement. Gareth Bale, c'est le joueur sur qui il repose et puis il n'est pas à sa meilleure forme en ce moment. Et puis les rangs, bon, ils ont Taremi et Azmoun, deux joueurs qui jouent en Europe, mais derrière, c'est trop faible, surtout défensivement, ça va être compliqué pour eux. C'est intéressant. Moi, je mets l'Angleterre évidemment en premier, mais j'y vais avec peut-être la première surprise, le Pays de Galles deuxième. Je pense que les Américains vont faire un retour à la réalité sur la scène mondiale. Je pense qu'ils peuvent chauffer le Pays de Galles. Ils peuvent même finir à égalité. Je pense que le différentiel va favoriser les Gallois et l'Iran qui vont finir dernier. Et d'ailleurs, simple observation, les Anglais n'ont pas sélectionné Joe Hart. On parlait plutôt de changement un peu de mentalité et de se rajeunir. Donc, Joe Hart ne fait pas partie de la sélection anglaise. On s'en va maintenant dans le groupe C. Ben, ça, c'est quand même un groupe intéressant parce que là, il y a deux pays d'Amérique du Sud qui sont là. Donc, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Et si j'ai bien regardé, Mamed, et que je ne me trompe pas, on n'a pas sélectionné Carlos Vela et Chicharito du côté du Mexique. Du côté de la Pologne, avec Robert Lewandowski, je pense qu'on est quand même Arkadiusz Milik et tous ces joueurs-là, je pense qu'on a quand même de valeurs sûres. Dans le cas de l'Argentine, avec Messi et compagnie, je pense qu'on est capable, Paulo Dybala, ces joueurs-là vont compétitionner, j'en suis convaincu, en phase de groupe. Et l'Arabie Saoudite, bon, je pense qu'ils vont terminer quatrième, mais je vais avoir un peu tes impressions sur ce groupe-là parce que je pense qu'en deuxième position, il peut y avoir une belle compétition entre le Mexique et la Pologne. Le Mexique, il va falloir qu'il puisse contrecarrer justement les absences de Vela et de Chicharito, selon moi. Alors donc effectivement, je te rejoins par rapport à cette présentation du groupe. Donc l'Argentine étant un des favoris au titre
Donc, on devrait minimum avoir ces 7 points sur ce groupe pour ne pas parler d'un sans faute. Avec une Arabie Saoudite qui au mieux cherchera à décrocher un petit point sur un des 3 matchs. Et sinon, en fait, pour moi, le match du groupe opposera le Mexique à la Pologne. Donc là, on aura 2 sélections très équilibrées, avec un léger avantage aux Mexicains qui seront surtout supportés par un public qui se déplace en masse. Et l'importance du public, de la présence des supporters sera très importante durant ce tournoi-là. Donc j'irai plutôt sur Mexique deuxième et Pologne troisième. C'est intéressant parce que avant qu'on puisse y aller avec Félix, j'ai vu des articles là, qui passaient que, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que semble-t-il qu'il y aurait des gens qui auraient payé des supporters pour encourager certains pays parce qu'il y a certains supporters de pays qui ne se sont pas déplacés. Bon, ça reste à confirmer, mais si tu dis que le Mexique a une bonne délégation qui va là, ça peut être quand même intéressant. Félix, ton choix pour ce groupe-là? Moi, je pense Argentine premier. Donc, l'Argentine, c'est vraiment une équipe qui a une très bonne chance d'aller très loin. Dernière Coupe du Monde de Messi. Il va vouloir l'emporter, c'est sûr. Et puis, à la deuxième position, j'y vais avec la Pologne. Selon moi, Lewandowski, Zielinski, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Et puis, c'est pas nécessairement une nation qui est très, très bonne, qui va aller très loin, mais c'est plus le Mexique qui a vraiment la difficulté. On voit dans les dernières années, donc, en Ligue des Champions, CONCACAF, les équipes de la MLS qui ont beaucoup plus de réussite que les équipes de Mexique, alors qu'auparavant, les équipes mexicaines dominaient cette compétition. Et puis là, cette année, Seattle l'a emporté notamment. Donc, le foot mexicain qui a un peu de difficulté ces temps-ci. Donc, il va falloir se remettre en question de ce côté-là. On parle de Vela, Chicharito qui ne sont pas sélectionnés, donc ils sont vieux. On amène du renouveau, mais ce renouveau-là, il est peut-être pas prêt justement pour une compétition d'envergure comme ça. Et puis l'Arabie Saoudite, ça va être très compliqué pour eux. Malheureusement, je les vois derniers de ce groupe. Si on s'en va maintenant du côté du groupe D avec ben, nos amis, hein, les Bleus, la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. D'ailleurs, quand on regarde la France avec le forfait de Karim Benzema, ça laisse beaucoup de poids quand même sur les épaules de Kylian Mbappé, mais il y a quand même de l'aide avec Griezmann qui est là. Et on parlait de blessures, Paul Pogba, Kanté également est blessé du côté de la formation française. Mais je pense qu'on a quand même assez de profondeur pour réussir à s'en sortir. Il y a du côté du Danemark là, quand même Simon Kjaer, Christiansen également. Il y a Kasper Schmeichel devant le filet. Christian Eriksen, lui qui a eu un problème cardiaque lors du dernier Euro. Thomas Delaney. Quand tu regardes aussi en attaque avec Poulsen qui est là, Martin Brathwaite, Cornelius. Donc je pense que les Danois seront quand même une bonne équipe dans ce groupe-là. Et c'est sûr que tu as la Tunisie qui peut les chauffer. Moi, je pense qu'ils vont finir troisième et l'Australie, malheureusement, quatrième. Félix, je pense que dans ce groupe-là, on peut voir quand même que ça peut être assez offensif si on décide d'ouvrir le jeu. Là. Ouais, vraiment. Et c'est surtout le fait que, bon, l'Australie, la Tunisie, ont défensivement, c'est compliqué. Et puis, le Danemark, qui à l'Euro a quand même fait un beau parcours. Le Danemark qui pourrait finir premier. On sait que la France, ils ont beaucoup de blessés. Bon, Benzema, on parle de Kimpembe également, Pogba, Kanté au milieu, Nkunku. Donc, c'est une équipe qui, de jour en jour, perd des joueurs. Mais ça reste qu'ils ont quand même une profondeur assez intéressante pour finir premier. Donc, je dirais le Danemark deuxième. Le Danemark qui peut surprendre dans cette Coupe du Monde. Et puis, derrière, Australie, et Tunisie. Pour moi, l'Australie finira troisième, car bon, ils sont habitués à jouer justement dans une compétition assez difficile. Et puis bon, en 2018, ils étaient là, ils ont affronté la France notamment. Et d'habitude, ils sortent des bons matchs. Puis ils sont également habitués à jouer au 14, la température très chaude. Donc ça peut les avantager, mais la Tunisie et l'Australie, ça va être compliqué de savoir qui va obtenir la troisième place. Et pour Mohamed, Alors, donc, je suis sur l'ensemble d'accord avec plusieurs, sur l'ensemble des points. Donc là, on parle du tenant du titre affaibli par plusieurs absences. Donc, le coup dur aujourd'hui par rapport à Benzema forfait ou alors très récemment les cas de Kimpembe et des autres. Donc, j'irai beaucoup plus sur Danemark, leader du groupe, surtout après sa double victoire en Ligue des Nations face à la France même en 2022. Donc, suivi par la suite la France qui finira deuxième de son groupe, très difficilement lors du troisième match face à la Tunisie, qui sera supporté par
toute une population immigrante tunisienne qui réside au Qatar. Donc, ça serait un appui de poids. Donc, j'irai par la suite sur une Tunisie qui finira troisième malgré l'absence de certains joueurs clés, à l'instar de Bekir, Saad Bekir. Et pour finir, donc l'Australie finira bon dernier du groupe, au mieux avec un petit point nul, peut-être face à la Tunisie sur une confrontation directe. Alors moi, je vais avec la France, le Danemark, la Tunisie et l'Australie dans l'ordre. Alors ça va être intéressant de ce côté-là. C'est intéressant également que tu mettes la France en deuxième. On va voir quels seront l'impact de ces blessures-là. Bon, le groupe E, honnêtement, il y a quelques années, si on m'avait posé la question, j'aurais dit que c'était le groupe de la mort, mais je vais vous poser la question à la fin lorsqu'on aura tout fait les groupes, lequel selon vous l'est. Mais quand tu regardes l'Espagne, l'Allemagne, c'est assez intéressant. Le Costa Rica et le Japon, bon, là, nécessairement, il y a quand même du talent là, dans ce groupe-là. C'est sûr que les Espagnols ont dû faire ce fameux, euh, comment je pourrais dire, là, ce fameux virage-là qu'ils ont dû, qui était nécessaire à faire. Mais j'aime cette jeune formation-là quand même de leur côté. Quand tu regardes avec les défenseurs Aspilicueta, Jordi Alba, Carvajal, Émeric Laporte qui est là, c'est une valeur sûre. Donc en défensive, on est bon. Quand tu regardes Gavi, Rodri, Coquet, en attaque, Lorente, Busquets, Pedri, c'est des gars qu'on connaît tous. Ferran Torres en attaque, Marco Asensio, Alvaro Morata, donc Pablo Sarabia également, c'est les joueurs principaux. Ça, c'est, je pense que du côté de l'Espagne, ça va faire leur force. Du côté des Allemands, ben là, c'est sûr qu'on va reposer sur des Kai Havertz, des Serge Gnabry également. Le Roy Sané devra faire une différence. Mario Götze, qui est là, qui quand même, c'est très intéressant. Et je note quand même un absent du côté des Allemands, c'est Marco Reus qu'on n'a pas amené, mais on a trois gardiens vedettes. Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp et Manuel Neuer. Donc on a quand même de l'excellent choix de ce côté-là. Moi, si j'étais sélectionneur, bon, je me poserais un peu la question à savoir qui je mets devant le filet. Ça dépend à savoir aussi les enjeux de chaque match de ce côté-là. Et si on s'en va du côté bon, des Japonais, c'est sûr et certain que je parlais avec Mamed cette semaine de Kaisuke Honda qui avait marqué justement le maillot du Japon parce que lui, c'est un joueur qui amenait quand même cette offensive-là. Moi, je pense que le Japon, malheureusement, sera à court. Et du côté du Costa Rica également, je ne pense pas qu'on puisse se qualifier. Alors, comment tu vois ça, Mamed, ce groupe-là, du groupe E, entre l'Espagne, Costa Rica, l'Allemagne et le Japon? C'est un groupe tout d'abord qui englobe deux anciens champions du monde, donc l'Espagne et l'Allemagne avec ses quatre titres. Donc ça serait plutôt équilibré entre les deux sélections. D'ailleurs, en 94 de mémoire, ils se sont rencontrés en phase de groupe. Donc ils se sont quittés dos à dos. Donc là, avec deux formations plutôt rajeunies, surtout celle de l'Espagne. Donc il y a certaines individualités qui pourraient apporter du plus. Donc j'irai beaucoup plus sur une Espagne leader suivie de l'Allemagne, dauphin du groupe, avec Costa Rica troisième et Japon dernier du groupe, avec une dernière Coupe du Monde pour Keylor Navas certainement. Donc ça serait plutôt intéressant à suivre cette affiche Espagne-Allemagne. Et Félix, j'imagine que tu es d'accord aussi avec le classement que moi et Mamed on a fait. Là. Ben, je vous dirais que non. De mon côté, je crois que l'Allemagne finit premier. L'Espagne finit deuxième. Selon moi, l'Allemagne, bon, ils ont une très belle équipe. Ont du renouveau. Ils ont perdu des très bons joueurs. Donc, mais ils ont été capables de ramener des vedettes. Ils ont perdu Mats Hummels en défense, notamment. Ils nous ont ramené Rudiger. Donc, c'est l'exemple concret que j'ai en tête. Puis, en deuxième position, je vois l'Espagne. Bon, c'est une équipe qui est jeune. Ils ont quand même de l'expérience. Donc, c'est un bon mix. Et puis, surtout, ils ont un très bon sélectionneur, Luis Enrique, qui a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone.
En troisième position, je vois le Japon. Le Japon qui a une très belle effectif, qui pourrait causer une surprise, mais dans ce groupe-là, ça va être compliqué. Et puis, pour finir quatrième, je vois le Costa Rica. Le Costa Rica qui nous l'a prouvé à CONCACAF. C'est une équipe que la discuté, une équipe qui vieillit. Ils ont essentiellement les mêmes joueurs qu'en 2014 et en 2018. Mais bon, ces joueurs-là, ils ont vieilli, puis ils sont rendus dans la trentaine, donc ça va être compliqué. Et puis Navas, il ne joue plus vraiment au Paris Saint-Germain. Donc, selon moi, le Costa Rica finira quatrième, mais ça va être une Coupe du Monde très difficile pour eux. On s'en va maintenant dans un groupe, bon, très intéressant. Pourquoi? Bon, c'est parce que le Canada, il figure, le groupe F, Croatie, Belgique et le Maroc. Bon, évidemment, parce que ça concerne Mohamed de ce côté-là. Je vais y aller avec moi ce que je pense quand tu regardes du côté de la Croatie avec des Lovren qui sont là en défensive. On regarde aussi Kramaric, Perisic, Orsic, Modric qu'on parlait, Brozovic, Kovacic. Ça en fait beaucoup. Pasalic, Susic également. Donc je pense que la Croatie va faire en sorte là, de passer ce groupe-là. Moi, je pense qu'ils vont terminer en deuxième parce qu'honnêtement, la Belgique, c'est une équipe qui a quand même surpris dans les dernières phases internationales et au niveau mondial. Là, je pense qu'il commence à prendre du galon avec Thibaut Courtois devant le filet. Sinon, on a Simon Mignolet qui est là, qui peut faire le travail. Vertonghen en défensive, un vétéran. Adelweireld qui est là. Dan Dunker également. Tu regardes Tim Ellens, De Bruyne, Witzel, Meunier, Torgen Hazard du côté du milieu de terrain. Et en attaque, ben, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku. On pourrait en nommer avec Michi Batshuayi également. Donc, on a quand même cette belle brochette-là. Du côté du Canada, avec Alfonso Davies, qu'on a appris à connaître, on a appris à connaître Carl Laren également, qui fait partie de l'élite canadienne. Jonathan David, qui joue du côté de Lille en France. On a quand même beaucoup de rapidité. On parlait tantôt de l'équipe américaine qui a beaucoup de joueurs de la MLS. L'équipe canadienne en compte aussi avec Alistair Johnston, Kamal Miller qui joue avec le CF Montréal, Samuel Piette, Joel Waterman. Mais il y a quand même des jeunes comme Junior Oilett, Eustachio, Hutchinson qui jouent ailleurs, Osorio, Marc-Anthony Kane, Ismaël Koné, Buchanan, Cavallini. Donc c'est quand même une sélection canadienne qui va être très dynamique, qui va amener du fil à retordre. Et ben notre sélection sympathique du Maroc qui est là, qui va venir compliquer les choses, je pense, dans ce groupe-là, parce que honnêtement, c'était déjà un groupe qu'on se grattait la tête et quand on rajoute cette sélection-là, ben avec surtout Ziyech et Amrabat, ça c'est sûr et certain que ça peut faire mal du côté de certains pays. Moi, honnêtement, Mohamed ne sera pas d'accord, peut-être pas Félix non plus, mais je pense que le Canada peut s'en tirer à finir troisième. Pourquoi? Parce que euh, on peut avoir une bonne performance contre la Croatie, je pense. On peut avoir une bonne performance contre le Maroc, la Belgique, ça va être compliqué. Et là, si tu fais l'échiquier de d'autres matchs entre exemple la Belgique, la Croatie, le Maroc, la Belgique et la Croatie, c'est là qu'un peu l'équation mathématique se complexifie, mais je vais entendre me mettre là-dessus parce que, évidemment, la sélection de ton pays, le Maroc, j'imagine que tu vas avoir les yeux rivés sur cette sélection-là. D'abord, comment tu la trouves, parce que tu la connais très bien. Alors, donc, pour moi, sur l'ensemble de la compétition, je pourrais le nommer comme étant le vrai groupe de la mort. Parce que tu as une Belgique demi-finaliste 2018, une Croatie vice-champion 2018. Donc, tu as deux gros calibres avec deux sélections émergentes entre le Maroc et le Canada. Donc, pas mal d'individualité, pas mal d'équilibre sur ce groupe. Donc, oui, sur papier, il y a plusieurs qui pourront donner un petit avantage à la Belgique et à la Croatie. Mais personnellement, j'irais sur une Croatie leader et un Maroc deuxième du groupe. Parce que là, avec la Belgique, on commence à avoir des cadres assez vieux pour mener une équipe de Ah ouais, Belgique. ok. Donc toi, tu penses que nécessairement la Belgique ne passera même pas dans les deux premiers. Effectivement, donc je ne les vois pas passer. Parce que là, avec une sélection qui commence à devenir de plus en plus vieille, donc ils auront du mal à suivre un certain rythme
que lui imposera que ce soit la Croatie, le Maroc ou le Canada, à travers une possession de balle généralement. Donc, la Belgique est prenable. D'ailleurs, on vient de le voir très récemment. L'Égypte qui s'est imposée face à la Belgique de buts à 1 en amical. Donc, tenant compte également des individualités du Maroc, donc je dirais que je suis confiant par rapport à ce groupe-là. Surtout que normalement, les 3 matchs devraient se dérouler à guichet fermé dans un stade à minimum 95% présence marocaine et arabe derrière la sélection marocaine. Donc j'irai Ben, sur tu la, Croatie quali- leader. tu la qualifies comment, justement, cette sélection-là? Plus offensive, défensive, plus tactique, un peu? C'est beaucoup plus très équilibré. Donc tantôt offensive avec deux des meilleurs latéraux du monde entre Hakimi à droite et Mazraoui à gauche. Donc ça fera très mal pour les adversaires, surtout sur le plan offensif. Donc tu auras toujours un soutien. Donc quand tu as Hakimi et un peu plus loin sur le même côté, tu as Ziyech. Donc ça risque de faire très mal. De l'autre, tu auras Mazraoui avec Bouffel. Donc sur les ailes, le Maroc pourrait créer énormément de danger aux adversaires. D'ailleurs, même quand on va côté historique des confrontations entre le Maroc et les sélections européennes en Coupe du Monde, ça a toujours été très serré, avec des victoires très difficiles pour les représentants européens ou alors des matchs nuls, comme en 2018 face à l'Espagne, un 2 buts partout, là où le Maroc menait jusqu'à la dernière seconde, ou alors face au Portugal, où il y a eu une domination quasi totale en fait du Maroc sur ce cours du match. Donc j'irai sur Croatie premier, Maroc deuxième, Belgique troisième et Canada dernier, même s'ils ont certains joueurs très intéressants à suivre, à l'instar de Jonathan David ou Alphonso Davies. Ça, c'est très intéressant, l'analyse que tu viens de nous donner. Écoute, Félix, honnêtement, c'est, c'est le genre d'analyse que je suis fébrile lorsque j'entends parce que la Belgique, on n'a pas le réflexe de les sortir du, des deux premiers rangs, sauf que on ne connaît pas nécessairement en détail toujours les autres formations. Je suis curieux de voir, moi je garde quand même la Belgique là parce que bon, je ne suis pas un très grand tacticien connaisseur à fond de la sélection marocaine, mais est-ce que toi, la Belgique, tu le gardes dans les deux premiers? Ouais, assurément, c'est surprenant tes choix, Mohamed, mais ouais, la Belgique, moi, je les mets qualifiés, mais deuxième. La Croatie, première, car ils nous ont fait une belle Coupe du Monde en 2018. Ils ont Modric, ils ont un bel effectif avec Garvidol d'ailleurs. Bref, un autre, Varidol, je pense. En tout cas, désolé pour la prononciation, mais oui, c'est ça, c'est un jeune joueur qui est très bon défensivement. Il a fait sa marque à Leipzig. Donc, c'est une équipe qui repose sur des bons cadres. Et puis la Belgique, deuxième, c'est une très bonne nation, mais qui la génération dorée est un peu passée. Donc, Lukaku, on sait, il va peut-être pas jouer, peut-être qu'il va être blessé. Hazard, on l'a vu, il n'a plus la même forme qu'il avait en 2018. Donc, il reste De Bruyne, mais De Bruyne, c'est un joueur qui aime bien envoyer des centres comme il fait à Manchester City pour Haaland devant. Mais là, Lukaku, il n'est pas là. Lukaku, c'est un joueur qui, dans la surface de réparation, il a une très belle présence et puis il peut faire du mal à certaines nations par son jeu aérien. Et puis là, il n'est pas là, donc De Bruyne, il va devoir se trouver d'autres options pour envoyer des centres ou jouer des balles en profondeur. Donc ça, je pense que ça avantage les autres nations du groupe. Et puis en troisième position, je vais aller avec le cœur, le Canada, mais selon moi, ça peut être très serré. Donc si Davies et Eustachio, deux joueurs qui, John Holman a mentionné, ces deux joueurs-là ne devraient peut-être qu'ils ne joueraient pas le premier match, et puis peut-être qu'ils vont être blessés durant la compétition. Si ces deux joueurs-là sont en forme, le Canada troisième. S'ils sont blessés, le Maroc finira troisième, mais ça va être compliqué entre le Maroc et le Canada, selon moi. Moi, j'y vais avec une analyse un peu, peut-être simpliste, vous allez me dire, mais je vais t'entendre là-dessus, Mohamed. Moi, je pense que le Canada s'en va là avec une certaine légèreté, si on peut dire, parce que, bon, ça fait depuis 86 qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'on soit là. Dans le fond, on va là, on n'a pas de pression, on va s'amuser. Et on peut donner du fil à retordre quand même aux grandes nations. Je ne sais pas si mon analyse est bonne ou mauvaise, mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Je dirais que, c'est-à-dire sur l'ensemble des sélections du groupe, seul le Canada, disons, pourrait jouer la bête noire
pour toutes les équipes. Et là où il y a très peu d'informations disponibles sur la discipline soccer au Canada, sur la sélection canadienne, encore plus quand ils reviennent une première fois après plusieurs années d'absence, donc depuis 86. Donc il y aura cette pression sur les joueurs, mais en même temps, tu auras cette casquette là où tu te dis, tu n'as pas d'objectif de résultat, mais tu prépares beaucoup plus ta Coupe du Monde 2026 à domicile en partie, avec les États-Unis et le Mexique. Donc j'irai beaucoup plus sur une Coupe du Monde préparative pour le Canada qu'une recherche de résultats. Exact. Et je pense que Félix est d'accord avec nos analyses dans le sens qu'on s'en va là. On s'en va là. Bon, on n'a pas nécessairement des choses à prouver, oui, parce qu'on veut prouver qu'on a gagné notre place, mais je veux dire, je pense que peu importe le résultat, les gars vont tout donner et on ne sera que fiers de ce que le Canada aura accompli au final. Ouais, exact. Bon, on arrive là, on n'a pas beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Bon, la dernière fois, c'est 1986, donc il n'y a rien à perdre. Mais en même temps, si on va chercher un petit point par là contre la Belgique ou la Croatie, peut-être 3 points contre le Maroc, c'est positif et puis ça va préparer 2026 également, car bon, le Canada, c'est une équipe qui en ce moment est très bonne, mais en 2026, Davies, il va avoir 26 ans. Tu sais, c'est des joueurs qui vont être encore dans leur bonne années en 2026. Donc, cette sélection, elle a de l'avenir, elle a du potentiel. Et puis, pour l'instant, en 2022, à la Coupe du Monde, on va espérer qu'ils aillent chercher des petits points, mais s'ils ne se qualifient pas, il ne faut pas crier au scandale, il ne faut pas être défaitiste, parce que, bon, en 2026, là, c'est peut-être là qu'on a un coup à jouer du côté du Canada. Intéressant, ça va être quelque chose qui va être à surveiller dès le début de la compétition, le premier match du Canada. On se transporte dans le groupe G quand même avec des pays intéressants. Le Cameroun avec mené par Eric Choupo-Moting qui lui va mener cette charge-là du côté du Cameroun. Si on regarde la Suisse, je mentionnais tantôt la Suisse, bon on a décidé d'y aller avec un nombre quand même impressionnant de gardiens. C'est sûr et certain que, bon, on y va avec 4. Moi, je pense que c'est Yann Sommer qui est là, Jonas Omlin, Kobel et Kohn. Donc, on a décidé d'y aller avec moins de joueurs en général. Mais quand tu regardes en attaque avec Mbolo, avec Seferovic, Ruben Vargas qui peut être bien, en milieu de terrain, Jerdan Shakiri, Fabien Frey, Denis Zakaria, ça s'en vient quand même, Granit Xhaka également, ça s'en vient quand même assez bien. Et du côté de la défensive, ben, tu as quand même Renato Stéphane qui est là, Ricardo Rodriguez, Edmilson Fernandez, Fabien Schaer. Donc, je pense que les Suisses, selon moi, seront un pays qui peuvent sortir de ce groupe-là en deuxième. Mais honnêtement, quand tu regardes le Brésil, on parle souvent des équipes de rêve qu'on voulait avoir au foot quand on joue à FIFA ou peu importe. Moi, honnêtement, j'en reviens pas. Le Brésil, à chaque année, quand tu regardes Vinicius Junior en attaque avec Rodrigo, Gabriel Jesus, Rafinha, Richard Lisson, Neymar, tu regardes le milieu de terrain avec Casemiro, Fred Fabinho, Bruno Gamaraes qui est là. En défensive, Eder Militao, Alex Telles, Thiago Silva, Danilo Marquinhos, Alexandro, Dani Alves. Écoute, je pourrais quasiment vous en nommer jusqu'à demain matin. Et du côté des gardiens Ederson et Allison, ça va être un duo très intéressant. Malheureusement, la Serbie, je pense qu'elle ne sera pas de taille dans ce groupe-là. Toi, Félix, j'imagine que le Brésil est sans contredit le numéro un. Est-ce que le numéro 2 pour toi, c'est la Suisse ou le Cameroun? Bien, je te dirais que le Brésil a assurément très bonne équipe. Ils peuvent aller jusqu'au bout. Je pense que c'est un des meilleurs 26 dans l'effectif qu'ils ont sélectionné. Je pense que c'est un des meilleurs effectifs de l'histoire. Si on regarde, là, il y a que des stars partout. Donc, vraiment, c'est un très bel effectif. Et puis en deuxième position, écoute, c'est un groupe qui va être très ouvert, ça va être difficile. Serbie, Suisse, Cameroun, je sais pas trop. Mais selon moi, la Suisse ou la Serbie a un coup à jouer pour la deuxième position. La Suisse, c'est une équipe qui était habituée au grand rendez-vous, donc ils ont éliminé la France en 2021. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est quand même une équipe qui, bon, a l'expérience. Yann Sommer dans les filets, il est très très bon. S'il est en forme, s'il peut jouer, car aussi il est embêté par une petite blessure. S'il est présent, il va vraiment faire du bien à cette défense suisse. Ils ont quand même un bel effectif. Akanji derrière avec Char. C'est des joueurs qui sont très en forme dans leur championnat à ce moment, donc ils prennent leur aisance dans des grands clubs d'Europe.
Et puis la Serbie, c'est une équipe qui est offensivement très forte. Vlahovic, Tadic, mais également Jovic, Milinkovic-Savic aussi au milieu. Mais derrière, ça laisse avoir, il n'y a pas vraiment de gros défenseurs ni d'un très bon gardien. Donc ça va être compliqué à ce niveau-là. Et puis le Cameroun, c'est une équipe africaine qui, dans ce groupe, très ouvert, va avoir un petit peu de difficulté car bon, ils ont Choupo-Moting devant, mais derrière, en défense et au milieu, ça va être compliqué. Même s'ils ont Onana dans les filets, je pense que c'est une équipe africaine qui va avoir de la difficulté pour cette Coupe du Monde-là. Malgré le fait que, bon, Samuel Eto'o, ancien joueur du Cameroun, il a mentionné que le Cameroun, c'est une équipe qui peut aller très loin. C'est l'équipe qui pourrait gagner la Coupe du Monde, la première. Donc, c'est une équipe africaine qui pourrait gagner la Coupe du Monde en premier. Selon moi, cette année, ils vont faire notre quatrième du pool. Je place le Brésil premier, Serbie deuxième et puis la Suisse troisième. Intéressant. Mohamed, quel est ton classement selon toi? Alors, donc, comme on peut le constater, donc, hasard du sort, c'est un groupe assez comparable à celui de 2018, où seul le Cameroun vient remplacer le Costa Rica. Donc, au vu de la liste du Brésil, donc, j'irai sur le Brésil leader incontestable du groupe, étant le favori numéro un de la compétition, le plus titré historiquement. La deuxième place qui devrait se jouer entre la Serbie et la Suisse, mais avec un léger avantage pour la Serbie, à mon sens. C'est là où il y a plusieurs individualités intéressantes entre Tadic, Mitrovic ou Vlahovic même. Donc, il y aura une certaine concurrence, mais j'irai beaucoup plus pour cette Serbie qui a réussi à déjouer les pronostics, à s'imposer au Portugal au, face au Portugal même. Donc, la Suisse finirait troisième de son groupe, devant le Cameroun qui, cette liste en fait est très controversée au Cameroun même, très critiquée par rapport à certains choix, certains joueurs choisis sur des critères qui paraissent illogiques selon la population camerounaise. Donc, je respecterai, j'irai plutôt sur Brésil premier, Serbie deuxième, Suisse troisième et Cameroun bon dernier. Moi, je pense qu'on est quand même d'accord en général sur l'orientation que devrait prendre ce groupe-là. Parce que dans le prochain, et on a identifié, je pense, un des deux finalistes de la Coupe du Monde euh, en le pays du Brésil. Et pour moi, peut-être que vous allez dire que je suis trop partisan, mais bon, ça fait partie de mon analyse. Je pense que dans le prochain groupe, le dernier et non le moindre du côté du groupe H, le Portugal de Cristiano Ronaldo, on a parlé que c'était vraisemblablement son dernier mondial. Moi, je pense que les Portugais pourraient se retrouver très sérieusement finalistes et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'on a quand même réussi à remplacer un peu Ronaldo avec cette nouvelle génération-là. Je sais que Diogo Jota ne sera pas là pour la sélection portugaise, mais quand tu regardes en attaque avec des Bernardo Silva, Joao Félix, qui lui, normalement, est le prochain à prendre cette relève-là, André Silva, avec les milieux de terrain, Bruno Fernandes, qui est là, Vitinha, Joao Mario, avec Ruben Neves, Otavio, qui en fait partie. En défensive, on sera solide avec Danilo, Dallo, Pepe, Ruben Diaz, Guerrero, Joao Cancelo. Moi, je pense que c'est et devant le filet avec Rui Patricio ou Yosessa qui sera là. Diogo Costa peut-être pourrait voir de l'action, mais je pense que dans ce groupe-là, incontestablement, le Portugal pourra sortir. En deuxième, évidemment, c'est l'Uruguay. Honnêtement, Edinson Cavani, possiblement Luis Suarez, leur dernier Coupe du Monde. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va jouer et comment on va justement les utiliser. Parce qu'on a quand même une bonne horde d'attaquants. On en a 6 avec Maximiliano Gomez qui est là, Darwin Nunez et Pellistri pour les supporter. Quand on regarde au milieu de terrain, il y a quand même Bentancur qui est là, que j'aime bien. En défensive, Sébastien Coates, Martin Caceres, Diego Godin, José Jiménez, Varela, Arroyo. Donc c'est une défensive, je pense, qui sera très solide devant Fernando Muslera. Et quand on regarde, malheureusement, la Corée du Sud, bon, j'aurais aimé ça quand même qu'il soit un pays peut-être Cendrillon, si on peut dire, là,
je pense qu'ils peuvent quand même avoir quelque chose de bien à nous montrer avec justement quelques joueurs qui peuvent être assez vite, mais quand tu regardes, il y a juste Son qui est là, moi, je pense, va faire la différence de leur côté. Et si on regarde le Ghana, donc autre équipe africaine qu'on parlait, qui faisait partie des 5, avec les deux frères Ayou, ça c'est quand même assez spécial parce que jamais j'aurais pensé qu'on les aurait resélectionnés les deux ensemble. Mais semble-t-il qu'ils sont là. Alors, j'ai bien hâte de voir un peu cette sélection-là, qu'est-ce qu'on va faire, mais évidemment, les deux premiers, je pense qu'il n'y a pas photo. Portugal, Uruguay, Uruguay, Portugal, mettez-les dans les ordres que vous voulez. Je pense que Mohamed, il n'y a pas nécessairement, je pense, d'argumentaire à faire, à moins qu'il y ait une autre analyse intéressante à nous formuler sur les deux autres pays. Là. Alors donc, je pense qu'on remarque facilement que la sélection de l'Uruguay est très vieillissante, c'est-à-dire en termes de liste choisie, donc des joueurs dont certains disputent le tournoi depuis 2010. Donc sur ce groupe-là, donc j'irai sur le Portugal favori pour une première place incontestable, avec plusieurs individualités intéressantes de Cristiano, de Bernardo Silva, de Leao, Félix. Donc il y a pas mal de joueurs intéressants là au Portugal. Donc le deuxième billet par contre se jouera entre le Ghana et la Corée du Sud. Donc j'aurais plutôt un penchant pour le Ghana avec l'expérience de certains joueurs cadres, entre les frères Ayou, entre Thomas Partey. Donc ça serait un petit plus. Par contre, il faudrait suivre de près la sélection sud-coréenne. Et n'oublions pas qu'ils ont réussi à éliminer l'Allemagne en 2018 en s'imposant 2-0 en phase de groupe, sans pour autant réussir à se qualifier. Donc j'irai plutôt donc sur un Portugal leader, Ghana deuxième, Corée du Sud troisième et Uruguay bon Oh! dernier. Alors, l'Uruguay en dernier, ça, c'est une véritable bombe que Mohamed nous lance en terminant cette analyse-là. C'est très intéressant, le genre d'analyse que tu nous donnes, et évidemment, ce sera très, très pertinent d'en parler pendant le reste de la compétition parce que je suis convaincu que Félix a un autre portrait, lui, de son classement là, dans ce groupe-là. Là. Ouais, moi je suis comme toi, Jonathan. Je pense que vraiment le Portugal premier, et puis en deuxième position, ce sera l'Uruguay. Le Portugal, bon, Cristiano Ronaldo, on a parlé également de Léao, Joao Félix. Et puis derrière, c'est très intéressant d'en pas parler, mais Joao Cancelo, Nuno Mendes, Ruben Dias, c'est trois joueurs de classe mondiale en défense. Donc c'est vraiment un effectif. Moi, je les vois jusqu'en finale. Donc c'est vraiment un effectif très très profond. Il y a beaucoup de sur le banc, il y a la profondeur. On peut faire entrer des joueurs en cours de match. Et puis, selon moi, la clé pour le Portugal pour aller loin dans cette compétition, c'est au niveau de Cristiano Ronaldo. Il doit se mettre au collectif de l'équipe, au service de l'équipe. On sait Ronaldo cette année à Manchester United, il y a la difficulté, il voulait partir cet été, là, il est encore là. Il ne joue pas beaucoup, il a une mauvaise attitude, mais il devra se mettre au collectif de cette équipe. Bon, il y a Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Léao et Joao Félix. Si Ronaldo, ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire finir l'action, mettre la balle au fond du filet et puis jouer pour l'équipe, ça pourrait bien aller du côté du Portugal. Mais s'il veut en faire trop jouer individuellement, ne pas faire les appels de balles, ça va être là que ça va être compliqué. Mais selon moi, le Portugal peut aller très loin. L'Uruguay, c'est une équipe qui, oui, est vieillie un peu, mais il y a du nouveau avec Darwin Núñez et Valverde. Selon moi, une équipe qui, on les a vus, ils ont battu le Canada récemment, donc c'est une équipe qui était en contrôle de ce match. C'est une équipe qui, leur problème, c'est un peu dans le filet. Donc, au niveau du filet, on a essayé 10 gardiens en sélection. Donc, durant le processus de qualification, on a essayé 10 gardiens, donc on cherche toujours un gardien. On a vu Mouslera en 2018, il avait fait une grosse bourde sur le but de Griezmann. Mais bon, ça va être compliqué. Du côté de l'Uruguay, je pense qu'ils vont se qualifier, mais après ça, ils vont peut-être pas aller un peu plus loin. Et puis, par la suite, je vois Ghana 3e, Corée du Sud 4e. Le Ghana, c'est une équipe, il va falloir faire attention à coups douce. Un joueur qui joue à l'Ajax. Je pense que c'est un joueur qui peut être une révélation de cette Coupe du Monde. Présentement, c'est une révélation dans le championnat hollandais. Et puis, le Ghana a eu du renfort avec Lamte et Inaki Williams, des joueurs qui avaient la double nationalité, qui ont décidé de jouer la Coupe du Monde avec le Ghana. Donc là, peut-être qu'à ce niveau-là, ça va les aider. Et puis la Corée du Sud, malheureusement, Heung-Min Son
il va être laissé à lui seul, selon moi. Donc, ça va être compliqué pour eux. La Corée du Sud, ils devraient finir quatrième de ce groupe. Et pour terminer justement cette analyse-là, on parlait tantôt des dernières légendes qui vont possiblement se retirer du niveau international. Pour vous, moi je pense que Cristiano Ronaldo, justement, bon, n'est pas satisfait de sa saison. Je pense que c'est dangereux le fait qu'il soit peut-être un niveau de frustration, justement, qui va faire en sorte qu'il peut peut-être justement faire la différence dans cette Coupe du Monde-là. Lui, il lui manque simplement ça. Il a gagné l'Euro, il a gagné des Ligues des Champions. Je pense que là, la Coupe du Monde compléterait et viendrait boucler la boucle, je pense, au niveau international de son côté. Est-ce que Félix, tu penses que lui, là, dans le fond, il n'y a plus rien à prouver, on le sait, au niveau du joueur, mais est-ce que tu penses que ça peut être une source de motivation, justement, le fait qu'il soit frustré en sélection et que là, il s'en vient justement dans son pays, oui, pour se rentrer dans le moule, mais montrer que c'est lui le meilleur, là. Ouais, c'est sûr. C'est sa dernière Coupe du Monde, lui aussi. Donc, à ce niveau-là, Ronaldo, il va vouloir prouver. Donc, oui, Ronaldo l'a prouvé au niveau du club en équipe. Donc, tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un très grand joueur. Mais, tout comme Messi, il n'a jamais remporté de Coupe du Monde. Donc, c'est à ce niveau-là. Il va peut-être vouloir en gagner une. C'est sa dernière Coupe du Monde également. C'est sûr qu'il va vouloir tout donner. Et puis, il a été frustré en club cette année. Donc, pour lui, ça serait une très belle vengeance personnelle de remporter cette Coupe du Monde-là et de prouver justement à l'entraîneur, à Manchester United, aux fans, peu importe, qu'il est encore en shape et puis en forme, si je peux dire, et puis que c'est un joueur qui est excellent et qui va se réveiller dans une compétition qui va être très importante, car les grands joueurs, même s'ils ont de la difficulté, lorsque c'est notre performance, ils sont présents et Ronaldo, il sera présent. Et toi, Mamed, qu'est-ce que tu penses de notre ami Cristiano qui, lui, justement, va être présent, je pense, dans cette Coupe du Monde-là, là? Donc, je suis du même avis que Félix, c'est-à-dire effectivement, il y a certains pépins par rapport à ses relations en club, toutes les tensions qui l'accompagnent. Par contre, pour une estime de soi, pour, disons, une vengeance personnelle, donc étant donné qu'il dispute sa dernière Coupe du Monde sur papier, donc il voudra surtout s'imposer en tant que leader du groupe, inscrire son nom un peu plus dans l'histoire du Portugal, en menant sa sélection vers le titre de champion du monde. Par Et, contre, personnellement, je ne vois ouais. pas le Portugal aller très loin dans cette compétition. Et imaginez-vous qu'il sorte sur blessure, comme il l'a fait en finale de l'Euro, et la fameuse bébite là, qui a atterri sur son visage, ce fameux, cette image qui va rester gravée, je pense, dans les archives du soccer, de voir Ronaldo en pleurs avec cette bébite qui vient se déposer sur lui lorsqu'il doit quitter le match. Honnêtement, s'il devait quitter sur blessure, c'est une page d'histoire quand même qui va se tourner de façon amère, Félix, si tu es d'accord au niveau international de son cas, là. Ouais, c'est sûr. Tout comme Messi, c'est des joueurs qui sont probablement à leur dernière Coupe du Monde, donc ils vont vraiment vouloir tout donner. Et puis une blessure, ça serait vraiment catastrophique. En plus que Ronaldo présentement au club, ça va pas bien, il a une mauvaise saison. Donc pour lui, c'est une occasion de rédemption. Et puis sortir sur une blessure, tu veux jamais voir ça, surtout chez un grand joueur comme Cristiano Ronaldo. Même si bon, moi je suis plus j'aime mieux Messi que Ronaldo, mais ça reste que je lui souhaite. Et puis, pour être un partisan de soccer, pour les fans de soccer, j'espère que Ronaldo il va faire une très belle Coupe du Monde. Il va sortir le Ronaldo qu'on connaît. Et puis, un des meilleurs joueurs au monde. Hey, messieurs, c'était très enrichissant, très intéressant. Ça commence Qatar-Équateur dimanche. Donc, évidemment, on va suivre ça avec grand intérêt. Les heures, là, c'est un peu spécial 5h, 8h, 11h et 14h, heure ici là, de l'Amérique du Nord. Mais quand même, je suis convaincu qu'il y en a qui se lèveront à 5h, à 8h. Peut-être ceux qui sont en congé pourront regarder les matchs de 11h et 14h. Mais on aura la chance la fin de semaine de regarder tout ça. Et on aura la chance d'analyser. Je prévois peut-être faire ça une fois par semaine, voir comment s'est déroulée la semaine et comment se dessinent les différents groupes. Merci de votre participation, ça a été très plaisant. Et on va se retrouver très bientôt pour une autre émission d'enregistrement du podcast Qatar 2022 pour le site de Nouvelles Sportives. La première ronde. Merci, messieurs, d'avoir participé. Je vous Merci. remercie.